Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir à vous tous, vous toutes qui nous écoutez ce soir. Je me présente, mon nom est Josée Boileau, je suis journaliste, je suis chroniqueuse, je suis auteure aussi. Et ce soir, je suis ici pour rencontrer un autre auteur, un nouvel auteur, Éric Gingras. Éric Gingras, président de syndicat, mais quand même, on est ici pourquoi? Pour le lancement d'un ouvrage qui s'appelle « Plaidoyer pour un syndicalisme actuel ». Tout juste sorti des presses. En fait, il est en vente depuis hier, mardi. Donc, en ce début d'avril, c'est comme un petit œuf de Pâques, finalement, qui a éclos après bien du travail. C'est un livre, je vais commencer par en parler, Éric, avant de vous laisser la parole. Je ne parlerai pas tant que ça, mais quand même, comme je l'ai lu avec beaucoup d'attention, beaucoup d'intérêt, c'est un livre qui est très particulier parce qu'il est à la fois concret. En même temps, il fait réfléchir. Puis, il fait réfléchir, mais il nous secoue, je dirais même qu'il est peut-être un peu provocateur. En tout cas, il est très certainement très imaginatif, beaucoup de propositions là-dedans. Et je trouvais qu'il y avait là une continuité par rapport au travail que je vous ai vu faire depuis les 5 dernières années. Et je le mentionne parce que le syndicat de Champlain, en fait, on se connaît, Éric et moi, professionnellement, parce que vous avez fait au cours des dernières années des activités assez inusitées pour le monde syndical. Donc, c'est-à-dire que vous avez pris des propositions de la société qui venaient ébranler le mouvement syndical et vous avez décidé d'interviewer, de faire venir ces gens-là pour faire des débats et vous m'avez demandé à plusieurs occasions d'animer ces rencontres-là, mais des rencontres très journalistiques, c'est-à-dire que vous ne m'avez pas imposé rien, je n'aurais pas accepté sinon, et ça donnait vraiment des débats très intéressants et j'avais l'impression en lisant votre livre, qu'il y avait là une continuité dans une approche qui est pratiquée déjà depuis quelque temps au syndicat de Champlain. Et vous, Éric Gingras, ça fait déjà un moment que vous êtes militant. En fait, au départ, vous êtes un professeur du niveau élémentaire. Vous avez travaillé avec des enfants au niveau primaire, donc dans des quartiers de Montréal. Vous avez travaillé à Longueuil, mais depuis, en fait, presque 25 ans, c'est même plus que 20 ans, parce que depuis 1997, vous militez dans votre syndicat, et depuis 2014, donc vous êtes président du syndicat de Champlain, qui est grand syndicat, puisqu'il regroupe 12 000 membres. Alors, c'est mon petit laïus pour vous présenter. Je vais vous laisser la parole dans 30 secondes. Je voudrais juste indiquer aux gens quel sera le déroulement des 40 prochaines minutes que nous allons passer ensemble. Alors, je vais me taire sous peu. Je vais laisser la parole à M. Gingras pour qu'il présente lui-même son ouvrage. Ensuite, on va avoir une demi-heure d'échange, d'entrevue. En fait, la demi-heure va être divisée en 4 blocs parce que votre livre, il comprend 4 chapitres. Alors, c'est facile. Donc, on va explorer chaque chapitre un après l'autre. Et puis, il y aura un mot de la fin de votre part, avec un petit mot de la fin aussi de mon côté. Alors, tout ça devrait durer une 40aine de minutes qu'on va passer ensemble à discuter de cet ouvrage, mais là, il est temps que je me taise parce que je voudrais savoir comment vous le présentez, votre travail. Bien, écoutez, vous avez un peu déjà commencé parce qu'effectivement, c'est un peu là, une réflexion entamée il y a plusieurs années avec des tests, des façons de faire. Puis d'ailleurs, ça me permet tout de suite d'entrer de jeu de remercier tous les collègues, autant passés que présents. Parce que le syndicat de Champlain, c'est un peu ça, on essaie des choses, puis les gens embarquent. Puis c'était vrai avant que je sois président, il s'est fait plein d'affaires. Puis là, maintenant, ça continue, les choses changent des fois, la situation, la société, la technologie, tout ça, mais on embarque. Fait que c'est sûr que ça, c'est quand même le résultat d'un travail déjà entamé avec les collègues. Donc ça, c'est la première chose. Il fallait que je les remercie, là, tous ceux avec qui je travaille présentement, ceux avec qui j'ai travaillé dans le passé, conseil d'administration ou autre, parce qu'on embarque dans ça. Et vous l'avez dit, c'est essayer de faire les choses différemment pour répondre aux demandes des membres. Parce que ça commence comme ça. D'ailleurs, l'introduction, c'est un peu ça. C'est des membres qui nous posent des questions. Des fois, ces questions-là nous choquent comme représentants parce qu'on dit, bien oui, c'est sûr que ça devrait être comme ça, ou des fois, ça nous questionne nous-mêmes. Et c'est un peu ces questions-là qui nous amènent après ça à une réflexion, à tenter de faire les choses différemment. Puis, je vous dirais que c'est ça l'introduction. Mais ce qui est derrière cette réflexion-là, c'est aussi, je vous dirais, 20 ans là, dans les instances syndicales à
Être obligé de prendre le micro puis avoir 2 minutes de temps. Présenter une proposition. Après ça, une orientation. Et c'est très structuré puis c'est très normal, mais des fois, tu veux prendre un pas de recul, avoir une réflexion, aller plus loin dans l'analyse. Jusqu'où je peux aller? Puis là, quand on parle de provocation, c'est un peu ça. C'est-à-dire jusqu'où je pourrais me rendre pour essayer de faire les choses différemment. Puis ça, on trouve ça là-dedans. Puis souvent, dans les instances syndicales, tu n'as pas le temps de faire ça, puis c'est normal. Et c'est là qu'arrive un livre. Parce qu'un livre, c'est le moment de mettre sur papier une réflexion où tu as eu le temps, là, sans dire assis sur ton pouf, parce qu'il y a plus de travail que ça quand même, mais où tu as le temps, justement, de prendre le temps. Puis c'est un peu ça derrière ça. Et il faut aussi que je mentionne que j'ai eu la collaboration de Maude Messier aussi. Maude Messier qui est pour... Oui, qui travaille aux communications au syndicat de Champlain, mais avec qui là, on a développé là, une réflexion, avec qui on a échangé, puis on a été capable d'arriver à ça. Donc, la collaboration de Maude était très importante pour ça. Fait que je vous dirais qu'à la base, puis c'est bien que vous l'ayez nommé, là, vous avez parlé de provocation, on peut parler de critique, entre autres, mais l'autre élément, c'est aussi le moment de se dire, bien, ça serait le fun qu'une critique, ça ne soit pas laissé à ceux qui veulent nuire au mouvement syndical. Une critique, ça soit le fun, c'est le fun que ça ne soit pas laissé à ceux qui utilisent la critique pour partir, pour former un nouveau mouvement. Une critique, c'est pour mettre les bases de quelque chose, de discuter, d'échanger, de s'obstiner, de revenir en arrière, de changer. Pour moi, c'est ça. Et c'est pas autre chose que ça. Et c'est ce que vous avez. Donc, vous nous offrez comme discussion et ça va nous permettre d'entrer dans cette discussion-là parce que, je le disais, on va passer la prochaine demi-heure, à échanger. Et votre livre, il est divisé en 4 chapitres. Donc, on va les suivre. Et notre premier chapitre, il s'appelle « Les communications ». Et c'est très curieux parce que votre premier chapitre, c'est le premier, donc il ouvre le livre, il est le plus long. Et on constate, en fait, que même la trame communication, elle traverse tout l'ouvrage. Même, j'ai retenu l'avant-dernière phrase du livre, à la toute fin, à la conclusion, qui dit « Le problème du mouvement syndical n'est pas le contenu, mais le contenant. » Donc, de comment faire circuler ce contenant-là, en fait, de l'utiliser. Donc, je me demandais pourquoi vous insistez autant sur la communication, notamment la communication, ce que vous appelez la communication directe. Oui. Bien, parce que je pense qu'il faut changer un peu notre façon je dirais pas informer, parce que on utilise ce mot-là à toutes les sauces, mais de communiquer, on va utiliser le mot communication, de communiquer avec les membres par autre chose que les médias traditionnels. Parce que l'enjeu, pour moi, un changement de paradigme, l'enjeu majeur, je vous dirais, qui est à la base, c'est de dire, bien, on peut s'adresser directement aux membres, maintenant, à l'aide de la technologie, des plateformes, sans obligatoirement passer par les médias traditionnels. Et on peut s'adresser à la population aussi, sans passer par les médias traditionnels. Ça, c'est dur pour les médias traditionnels, par exemple. Je le sais, et j'aimerais ça ne pas avoir à faire ça, mais vous êtes consciente, on est tous conscients qu'il y a un problème dans les médias traditionnels. Alors, on peut tout faire ça en parallèle. On peut insister pour que ça ne soit pas ce problème-là dans les médias, mais tout ça, on pourrait militer pour ça. Mais en même temps, la réalité du quotidien dans laquelle on vit présentement, c'est que les médias, bien, regardez, pendant la pandémie, là, on avait dit que malheureusement, la pandémie, on essayait de pas trop en parler, là, mais ça reste que pendant la pandémie, on a parlé d'une chose. Oui, la pandémie. De la pandémie. Mais d'ailleurs, c'est pour ça, même vous évoquez dans ce chapitre-là un changement générationnel. Vous dites, nos membres sont sur les réseaux sociaux. Alors, allons utiliser les réseaux sociaux. Et je vous donnais des exemples de comment un syndicat peut utiliser les réseaux sociaux. J'aimerais ça que vous justement, nous en donnez d'ailleurs plusieurs exemples. Mais prenons, par exemple, puisqu'on est en négociation, vous êtes en négociation, je devrais plutôt dire ça comme ça, comment ça peut s'utiliser pour un syndicat en période de négociation, donc tous ces nouveaux outils de communication qui existent? Bien, c'est là qu'arrive l'importance d'avoir une volonté politique d'informer le plus rapidement possible. Alors, nous, ce qu'on a fait chez nous, on a développé des plateformes bien avant la pandémie, qui nous permettaient d'être en contact avec. On a fait ce choix-là. Comme, entre autres, d'être en mesure de faire des directs. Hein? Ce qu'on fait présentement, c'est un direct où on est capable de s'adresser directement aux membres. Et
là, je le fais avec vous, mais souvent, je peux le faire directement avec nos collègues en disant, bien, voici ce qui se passe. Okay. Voici tel enjeu, telle autre affaire. Ça nous a servi. Et après ça, grâce aux plateformes, on est capable de les inviter à se prononcer aussi sur d'autres plateformes où ils sont capables de voter, où ils sont capables d'intervenir. Donc, ça va des choses aussi simples que d'être en mesure. Avant, OK, il fallait convoquer des assemblées générales. Okay. Hein? Il fallait les inviter louer une salle, les inviter sur place. Et des fois, il faudra le faire. Hein? Puis ça, là, l'ensemble de ce document-là, de ce livre-là, c'est pas de jeter tout ce qui se fait, là. Okay. C'est de s'adapter. Et la pandémie nous aura donné un choc, puis ça, il y a de plus en plus, on bouge à vitesse grand V là-dedans, mais il faut prendre un pas de recul puis dire comment est-ce qu'on peut mettre ça dans une sauce qui va nous permettre d'alimenter, d'informer nos membres. Et ça, c'est un élément central, les différentes plateformes. C'est ça, vous dites informer. Et il y a un exemple, moi, que j'ai trouvé qui m'a fait sourire, c'est qu'il y a un an, quand la pandémie commence, quand le gouvernement, le 13 mars, nous fait des annonces à l'effet que vont tout fermer, et vous dites le soir même, on a comme ouvert nos réseaux pour informer, nous, les gens, parce que tout le monde était très inquiet. Nos membres étaient inquiets. Donc, pour vous, il y a cette fonction-là d'être immédiatement en réaction. Oui. Et on a compris que les membres veulent que leur organisation syndicale s'adresse à eux. Et à la limite, là, même si on n'a pas des nouveautés, leur expliquer ce qui se passe et leur dire on est en train de travailler là-dessus. Ça, c'est un élément où ils disent OK, mon organisation syndicale le fait. Parce que sinon, les gens vont s'exprimer quand même sur les médias sociaux. Et là, il faut être là. Il faut leur dire ce qu'on fait à tout moment. Et ça, ce bout-là, ils demandent de travailler, mais c'est important de le faire. Mais en même temps, il y a des trucs très audacieux. Par exemple, vous dites, si une centrale syndicale va dans une... Parce que le livre, par ailleurs, s'adresse à tout le monde syndical. Si une centrale va en commission parlementaire, elle pourrait, en sortant de la commission parlementaire, déjà faire un direct pour parler à ses membres et dire, voici ce qui vient de se passer, ils nous ont écoutés, ils nous ont pas écoutés. Donc, vous êtes très... Vous dites, en quelque part, même, faire la nouvelle. Oui, bien exactement. Tantôt, j'ai dit... passer directement sans l'aide des médias traditionnels. Et ça, c'est un bel exemple. Lorsqu'une organisation syndicale nationale comme une centrale, parce que ça, on en parle beaucoup dans le livre, parce que c'est des grandes organisations souvent qui sont un peu loin des membres. Quand on est un syndicat local, prendre le téléphone et appelle pour un problème qui se passe au quotidien. Une centrale, une organisation, puis c'est correct, puis il faut ça. Travaille sur des enjeux, puis on y reviendra. Mais là, à ce moment-là, ça permet aux organisations syndicales, justement, de dire on est allé en commission parlementaire. Voici ce qu'on a fait, un débrief, et non pas dans une conférence de presse en bonne et due forme, mais directement à la caméra. Ça, c'est intéressant de pouvoir le faire. Et le membre va savoir à ce moment-là qu'est-ce que fait son organisation. Mais ça va loin parce que dans le livre, vous parlez d'Instagram, vous parlez de TikTok. C'est pas un peu superficiel quand même parce que les réseaux ne permettent pas d'aller tant que ça en profondeur? Oui, bien, c'est ça. C'est que souvent, on va préférer dire, ben non, c'est trop superficiel, donc je n'irai pas. Sauf que si on accroche, bien, pour nous, le pari qu'on fait, c'est qu'ils vont aller plus loin. On a fait ce pari-là à Champlain, puis on s'est dit, si on fait voter des gens sur une plateforme numérique, est-ce que ça va être vraiment différent? Parce que dans la tête, ils disent, oui, mais il faut qu'ils s'informent. Ils ne peuvent pas juste voter sans s'informer, sinon on va avoir toutes sortes de réponses. Mais à force de l'avoir fait au cours de la dernière année, là, ce que ça nous a démontré, c'est que les résultats ne sont pas différents parce que les membres, avant de voter, ils vont chercher l'information. Donc, tu les accroches et à ce moment-là, ils savent. Ça devient un constat. Moi, je vais chercher mes informations sur les plateformes de mon organisation syndicale. Moi, je pense que ça, ce serait permettre à toutes les organisations syndicales d'aller encore plus loin. Hein, parce que ça nous permettrait de dire, nous sommes assez crédibles pour que les membres viennent chercher l'information. Moi, je veux savoir quelque chose, je vais là. Je ne dis pas que ça ne se fait pas présentement, mais il faut pousser encore ça plus loin. Ça nous amène presque naturellement au deuxième chapitre de votre livre sur les négociations. Oui. Parce que quand vous dites dans la dernière année, on peut imaginer que tout ce qui se passe autour des négociations, ça a dû beaucoup vous occuper dans vos échanges. Et là, vous dites dans votre livre que les pratiques actuelles de négociation, ça donne l'avantage au gouvernement. En même temps, les négociations, c'est pas le champ libre. Il y a un encadrement législatif. Il y a des manières de faire. Et je me demandais, quand je vous lisais, dans quelle mesure il est réaliste de chercher à changer ça. Bien,
force est de constater qu'au cours des dernières décennies, ça n'a pas été à notre avantage. Et c'est pas parce qu'on n'a pas essayé, là. Je veux dire, toutes les organisations, tous les représentants syndicaux se lèvent pas le matin en disant on signera pas ou on fera pas la meilleure négociation. Bien au contraire. Je vais juste dire que peut-être qu'il faudrait essayer de trouver une façon. Depuis des années, le gouvernement a légiféré, parce qu'il y a ça aussi, le gouvernement, c'est pas une négociation avec n'importe qui. C'est une négociation dans le secteur public, parce qu'il y a beaucoup question de ça. C'est de là que je viens. Et il y a quand même 500 000 syndiqués, puis les grandes organisations syndicales en font partie. Mais au cours des dernières décennies, j'allais dire l'employeur, mais le gouvernement a légiféré de façon à bien encadrer la négo. Moi, je dis oui, il faut vivre avec ce cadre-là, on n'a pas le choix, mais peut-être qu'on pourrait, grâce aux communications, grâce aux liens directs, être capable de l'affronter encore plus loin. Vous savez, quand ils sortent, là, puis on négocie pas sur la place publique. C'est correct, je comprends qu'il ne faut pas négocier sur la place publique, mais quand je m'adresse à mes membres, je ne veux pas négocier sur la place publique. Maintenant, si j'utilise la vidéo, tout ça, peut-être que le public va le savoir. Sauf que moi, je veux m'adresser à eux. Puis quand je représente 12 000 membres, 50 000 membres, 100 000 membres, 200 000 membres, il faut que je trouve le moyen. Et ça, souvent, on va dire non, on ne va pas le faire. Moi, je dis allons encore plus loin. Mais disons-le. Puis là, c'est sûr qu'on est dans une négo. Je mets le bémol de pandémie, c'est une situation particulière, mais il va falloir réfléchir à ça pour la prochaine négociation en se disant... En fait, vous êtes quand même assez sévère parce que vous dites on a de l'information au tout début, ouais. On a de l'information à la toute fin, au fond, quand tout est réglé, mais il y a comme un trou noir, je pense que c'est l'expression que vous utilisez, il y a un trou noir entre les deux, il y aurait moyen de sortir de l'opacité pour plus informer les membres. C'est-à-dire que de plus en plus, avec la demande des membres, les organisations syndicales le font de plus en plus. Puis ça, on en convient. Mais moi, ce que je dis, c'est aller encore plus loin parce que le pari que je fais, c'est que ça va mettre une pression sur la partie patronale. Parce que moi, je pense, où je dis que l'avantage, je pense que c'est ça son avantage, l'employeur, le gouvernement, qu'à un moment donné, on discute davantage en vase clos. Moi, je pense qu'il faut être capable de dire, bien voici, ça fait 40 réunions, 7 réunions qui il se passe tel, et aller plus dans le détail. Donc, c'est un peu je dirais, ce pari-là d'essayer de faire les choses différemment parce que je pense que ça va nous aider au niveau de la mobilisation, parce que ça, il faut en parler, j'en parle aussi abondamment là-dedans. Est-ce que ça va tout régler? Non. Je pense qu'il faut l'envoyer dans les airs et dire essayons quelque chose de nouveau. En fait, c'est ça. Vous dites que vous trouvez que les syndicats, puis ça dépasse, en fait, quand on y pense plus largement, le secteur public, c'est que les syndicats sont peut-être devenus défensifs et l'employeur, qu'il soit le gouvernement ou d'autres types d'employeurs, sont plus à l'offensive. Et vous voulez un peu changer, au fond, la dynamique de la négociation. Effectivement. Je pense qu'il faut passer à l'attaque. Et comme le disait, parce que ces discussions-là, oui, sont dans le livre, mais plutôt les écrits sont dans le livre, mais les discussions viennent de beaucoup d'échanges que j'ai eus. Mais aussi, il faut se dire que la négociation devrait commencer au jour 1 de la nouvelle convention collective. Donc, tu négocies une convention collective. Puis déjà, tu repars Puis déjà, tu dois t'assurer dans tes alliances, dans ce que tu fais, dans ce que tu travailles, dans ce que tu présentes, dans tes publicités, dans tes échanges. Il faut que tu sois capable tout de suite de travailler avec tes membres pour que et ça s'est fait, là. Je dis pas que ça s'est pas fait, puis je donne des exemples de moments, là, l'exemple, entre autres, de ce que la FSE, l'école à bout de bras, les élèves HDAA, tout ça, là, c'est des bébites qui n'étaient pas connues de la population. Et entre les négociations, ça a été mis sur la place publique. Ça, c'est un bel exemple. Et on devrait le faire là, abondamment, plus souvent, hors négo aussi. Là. Vous avez eu un mot, vous avez employé le mot « alliance ». Et dans ce chapitre-là, vous évoquez une certaine façon d'aller chercher, peut-être pas des nouveaux alliés, mais peut-être de rafraîchir les alliances. Et vous parlez notamment d'acteurs de la société civile. Vous dites que les syndicats sont parfois un peu paternalistes à leur égard. Et vous parlez aussi de quelque chose qui est peut-être un peu plus tabou, le côté comment ça se fait qu'on ne parle pas aux syndicats de l'ensemble de Canadiens, qu'on est toujours en train de se tourner vers les pays scandinaves pour savoir qu'est-ce qui se passe là ou l'Europe et qu'on ignore ce qui se passe dans la province d'à côté. Bien, là, vous abordez deux choses. La première, le côté des alliances avec la société civile, c'est que souvent, dans des milieux un peu moins organisés,
Vous savez, ça va aller un peu dans tous les sens. Des orientations vont venir un peu, sans dire nous heurter, vont venir nous questionner. Puis là, on va dire, ben parce que c'est pas assez clair ou parce que c'est pas assez... On va passer notre tour. On l'a souvent, ça. Je dis, ben non, essayons de dire, ben on se rejoint sur tel sujet, allons-y. Ça aussi, ça se fait. Je pense qu'il faut le multiplier. Il y a beaucoup d'organisations qui l'ont fait avec les parents, avec tout ça. Ouais. Moi, je pense qu'il faut le multiplier parce que c'est oui, là mais que ça se d'ailleurs, passe. vous donnez l'exemple de la Ben ouais. rémunération des stages pour les étudiantes Ah oui, dans le monde de l'enseignement. Oui. C'est ça, où les parents, là, à diverses étapes au cours des dernières années, divers groupes dans la population. Donc, mais je pense qu'il faut les multiplier. Je donne l'exemple de l'éducation, ça pourrait être vrai en santé, ça pourrait être vrai ailleurs, et c'est cette optique-là. Après ça, l'autre bout qui est un petit peu plus tabou avec le reste du Canada, bien, c'est sûr qu'il y a tout l'aspect historique là, avec les syndicats, la souveraineté, l'aspect nationaliste, tout ça. Moi, je pense qu'au-delà de ça, nos membres nous le disent, là, c'est quelque chose qui est un peu moins présent. Ils veulent moins que ça soit présent dans l'organisation syndicale. Profitons de ça parce que, vous savez, les services publics au Canada, ça se ressemble beaucoup. Moi, quand je regarde, puis je donne un exemple justement dans le livre, ce qui s'est fait en Nouvelle-Écosse, c'est pas sur la négo, là, mais on y touche. Ce qui s'est fait en Nouvelle-Écosse, on a aboli les commissions scolaires, on a créé des centres de services, et ça, c'est arrivé juste avant que la CAQ le fasse au Québec. Donc, on aurait pu tirer des leçons de ce qui s'était passé. Exact. Là. Et on n'en a pas entendu parler. Bien, un peu dans les médias. Très Et peut-être quand tu es quelqu'un de très informé, tu peux avoir là, des organisations syndicales qui vont lever la main, dire hey, on va les appuyer, puis là, bon, tu fais une proposition. Moi, je vois ça plus loin. Là. Des rencontres, des séances. On l'a vu un peu au niveau de l'éducation avec l'ordre professionnel. On fait venir des gens de l'Ontario. Pour dire, bien, vous l'avez, vous l'ont imposé, voici ce que ça représente pour vous. Moi, je pense qu'il faut être en mesure d'aller encore plus loin là-dedans, puis faire des alliances davantage formelles. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui est différent. Qui serait nouveau, en tout cas. Ça ne fait pas partie de l'historique, de l'histoire du mouvement syndical au Québec, si ce n'est des rencontres, je ne dirais pas mondaines, mais bon, amicales. Mais vous, c'est un travail de beaucoup plus resserré que vous cherchez à faire. Oui, parce que je pense que ça nous aiderait. Parce qu'il se fait de bonnes choses et je pense qu'on pourrait aller chercher ce qui se fait de bien. Puis on l'a vu, là. Des fois, on a eu des moments où, par exemple, la Colombie-Britannique, les profs en Colombie-Britannique qui ont contesté différentes lois, ça s'est rendu en Cour suprême. Bien, oui, on regarde ça. On est souvent, on va à ce moment-là être groupe intéressé lorsqu'il va y avoir un dépôt de mémoire en Cour suprême, des choses comme ça. Mais là, moi, je m'en vais plus loin avec des rencontres davantage formelles, des alliances davantage formelles. Je pense qu'il faudrait y réfléchir puis pas le rejeter du revers de la main. On arrive à votre chapitre 3, qui s'appelle, qui porte sur les structures et la judiciarisation des relations de travail. Alors là, j'entends que les gens qui sont en train de nous écouter disent « Oh mon Dieu, là, on arrive au bout technique, ça ne m'intéressera pas. » Mais vous ouvrez votre chapitre de façon extrêmement concrète parce que vous sortez la déclaration d'un professeur français de France, qui fait partie d'un mouvement qui s'appelle Stylo Rouge, qui regroupe des enseignants qui ne sont pas tellement de bonne humeur, et qui pose la question crûment et qui demande dépasser les syndicats, gros point d'interrogation. Alors, est-ce qu'ils sont dépassés, les syndicats, comme structure? Parce qu'on est dans le chapitre sur la structure, où vous dites la structure répond par la structure. Oui. Bien, moi, je pense que non. Hein. Les organisations syndicales... Je devinais que vous diriez les organisations syndicales ne sont pas dépassées. Sauf que de plus en plus, des membres décident de faire leurs revendications à l'extérieur de la structure. Il y a un problème. On peut dire... on pouvait dire que c'était peut-être anecdotique, mais là, c'est pas le cas. Donc, il faut être en mesure de reprendre ça. On l'a vu ici, des gens qui préfèrent utiliser les plateformes, les médias sociaux à l'extérieur de leur organisation syndicale pour crier leur désarroi. Ça veut dire que ça témoigne d'une méfiance envers le mouvement syndical. D'une méfiance, d'une méconnaissance, ou simplement qu'on y va avec la façon la plus rapide. Moi, je regarde ça et je dis, bien, qu'est-ce que je peux faire comme organisation syndicale pour reprendre ça, pour dire non, on va être le porte-voix de ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est être en mesure d'avoir des structures qui sont flexibles. Il ne faut pas que... C'est deux choses. C'est toujours particulier quand on rentre dans les structures, mais on ne veut pas que la structure vienne... on ne veut pas que le membre se rende compte de la structure et on ne veut pas non plus lui répondre par la structure. Vous savez, un membre qui va dire « j'ai besoin d'aide ».
bon, il se passe telle affaire ou j'ai besoin que mon organisation syndicale fasse ça, on a tendance souvent à dire, ben la façon de faire, c'est d'aller à gauche, d'aller à droite, tout ça. C'est sûr qu'on a besoin d'une structure. On a besoin d'être en mesure de l'avoir. Mais il faut avoir quelque chose à leur dire, à leur expliquer, puis le prendre, puis dire oui, on va porter ta voix là-dessus et qu'ils le sentent directement. Mais en même temps, cette partie-là, elle est intéressante parce que là, on dépasse vraiment, en termes de réflexion, le monde du travail. C'est-à-dire que, tu sais, des grandes structures, le gouvernement, c'est une grosse structure, les grandes entreprises, le mouvement syndical, l'armée, l'Église. Alors, tout le monde veut brasser des structures partout, mais on se demande si c'est possible, si la structure, elle n'écrase pas en soi toutes les initiatives. Bien, ce que vous dites, c'est un fait qu'il y a un problème parce que lorsque on regarde ce qui se fait dans la société, là, on voit que les gens rejettent tout ce qui est structure, rejettent la politique, rejettent les syndicats, rejettent tout ce qui est... Bon, alors, moi, je dis juste, il faut se poser la question, puis après ça, il faut se dire, pas juste au niveau de est-ce qu'il faut changer une virgule, est-ce qu'il faut changer un financement, il faut juste se dire comment est-ce que je suis capable de la rendre plus flexible pour suivre ces changements, pour nous adapter et pour être capable de leur répondre. Et après ça, j'ai pas toutes les réponses, et ça aussi, je le dis dans le livre, je suis loin d'avoir toutes les réponses, mais je soulève un problème pour être en mesure que les membres puissent utiliser la voix des syndicats parce que c'est par là que ça passe. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous donnez l'exemple de votre propre syndicat, qui n'est pas un syndicat tout à fait comme les autres, c'est-à-dire que vous ne regroupez pas que des enseignants, il y a le personnel scolaire, puis vous dites, nous-mêmes, comme syndicat, on rentre mal dans la structure de notre grande organisation syndicale. Bien, exactement. Bien, c'est un exemple que j'ai donné parce que ça nous touche directement, alors que tu as des catégories d'emplois qui sont différentes. Il faut être en mesure de gérer tout ça. Bien, ça traduit très bien que la structure, il faut la rendre plus apte à être flexible. Puis moi, je vais aller encore plus loin, parce que tantôt, je voulais le donner comme exemple. Là, je pense que ça serait intéressant de le faire. Avoir des structures flexibles, c'est aussi assumer la critique envers l'organisation. C'est vivre avec. Et ça, c'est aussi d'en donner de l'information. Parce que, puis tantôt, d'entrée de jeu, je voulais le faire, mais on a déjà eu des débats, puis vous avez d'ailleurs participé à ça. Et d'entrée de jeu, vous l'avez dit, on a, par exemple, parlé du Lab École. Oui. Mais le Lab École, là, on a plein de membres chez nous qui étaient d'accord avec ça. Mais l'organisation syndicale, pour X, Y raison, trouvait que c'était pas nécessairement une très bonne idée. On a pris le taureau par les cornes, puis on a dit, bien, voici la situation. On va, la version du syndicat, voici pourquoi, puis on va inviter les gens à parler de leur Lab École. Et après ça, bien, allez-y. Nous, on fait le pari que le fait d'être si proche de vous donner l'information, bien, vous allez voir qu'on a bien raison. Pour moi, là, rendre une structure flexible, ça fait partie de ça. Voici l'information et je suis tellement certain, là, vous allez embarquer avec nous autres. Et ça, pour moi, là, c'est cette façon-là. Mais ça aurait pu aussi, en fait, on ne sait pas trop, parce que ce débat-là, où il y avait les 3 porte-paroles du projet du Lab École, et vous étiez, j'animais, vous étiez là. Donc, il est aussi possible que vous avez vécu avec le risque qu'il y a peut-être des gens qui ont été quand même, malgré tout, séduits par ce qui se passe avec le Lab École. Et c'est le risque, mais on est tellement, je vous dirais, content de le présenter ou fier de le présenter que même s'il y a des gens qui sont d'accord avec l'autre partie, d'accord avec l'autre point de vue, bien, ils vont être reconnaissants que leur organisation syndicale leur a laissé la place. Encore, c'est une souplesse que vous réclamez. Bien, c'est un exemple de souplesse. Je voulais donner quelque chose de concret. C'est un exemple de souplesse qui nous permet de dire, bien, voici. On l'a fait avec l'ordre professionnel, on pourrait le faire avec plein de choses. On pourrait le faire avec une structure qui dit, quelqu'un qui lève la main, qui dit, bien, nous, moi, j'aimerais ça qu'on représente tel groupe de telle façon. OK, comment est-ce qu'on peut faire? On présente l'information. Et c'est ça, pour moi, être souple, être flexible. Il ne faut donc pas que la structure vienne un peu répondre par la structure ce que je disais. Mais que ce soit que les membres, en fait, s'expriment. Exactement. Okay. Puis ça amène aussi parce que dans l'autre bout du chapitre, c'est la judiciarisation. Oui. Là-dessus, là, vous êtes quand même assez raide parce que vous dites, attendez, je vais vous citer, vous voulez développer une machine de guerre juridique. Oui. Qu'est-ce que c'est, ça? Bien, c'est parce que pour les organisations syndicales ont toujours voulu que ça soit moins judiciarisé en relation de travail, puis c'est la base. Puis moi, le premier, je suis d'accord avec ça. Que ce soit pas une affaire d'avocat. Ben non. Puis je pense pas. Puis je pense encore aujourd'hui qu'il faut pas. Sauf que la réalité, l'employeur fait tout pour que ça le soit.
le gouvernement organise le cadre pour que ça le soit. Moi, je dis juste, OK, en parallèle, travaillons la déjudiciarisation, mais préparons-nous à la guerre. Et ça veut dire d'y mettre les sommes et de ne pas avoir peur de recourir aux tribunaux pour un paquet d'éléments sans y être amené, mais y aller foncer. C'est d'ailleurs ce qui nous a amené un paquet d'organisations syndicales canadiennes qui ont amené des cas jusqu'à la Cour suprême, qui nous a donné la nouvelle trilogie de la Cour suprême et, ultimement, qui nous a confirmé le droit de grève comme quelque chose qui est constitutionnel. Et ça, oui, le Québec en a fait partie avec diverses organisations comme groupes intéressés, mais moi, je dis non, peut-être même qu'en 2005, on s'est fait imposer un bâillon puis une loi spéciale, on aurait pu être les premiers, puis peut-être à ce moment-là, on aurait fait partie de la trilogie de la Cour suprême. Alors moi, c'est ça une machine de guerre. Je pense qu'on est rendu là, puis préparons la paix avec cette machine-là. Dernier chapitre. Oui. Déjà le dernier bloc. Oui. Les enjeux sociaux, c'est le dernier chapitre, les enjeux sociaux de la prochaine décennie. Et là, vous parlez d'enjeux dont tout le monde parle présentement. Je pense à l'immigration, je pense à l'environnement. Et je me suis posé la question, ce sont des enjeux qui divisent, ce sont des enjeux qui soulèvent beaucoup de passion. Et je me suis demandé si c'était le rôle du syndicalisme de nos jours de vraiment se pencher sur ces enjeux-là, parce que, par ailleurs, dans le monde du travail, il manque pas de champs qui ne sont pas finis d'être défrichés. Et vous-même, dans ce chapitre-là, vous faites tout un développement autour de l'enjeu de la retraite, qui sont donc des travailleurs qui deviennent ex-travailleurs, mais qui, au fond, ont gardé un lien avec le monde du travail, ne serait-ce que leur fonds de pension, et qui, par ailleurs, sont susceptibles de revenir sur le marché du travail. Donc, je me disais, est-ce que c'est juste de mettre sur le même pied des enjeux qui touchent la population générale et ceux qui sont spécifiques au monde du travail? Moi, je pense que oui. Puis ça, Christian Nadeau, dans son livre Agir ensemble, a été clair là-dessus. Ça, c'est qui est un philosophe, professeur à l'Université de Montréal, et c'est un livre qui a écrit sur le syndicalisme, effectivement, notamment. Puis les organisations syndicales ont été très, je vous dirais, réveillées avec la parution de ce livre-là. Il a fait le tour de beaucoup d'organisations. Et ce qu'il dit, au fond, c'est si on ne s'occupe pas de ça, bien, laissons notre place à des avocats qui vont négocier des conventions collectives. Être des acteurs sociaux, là, c'est la base du syndicalisme, puis ça passe par là. Maintenant, en 2021, il faut être en mesure de trouver le bon angle. Il faut être en mesure de ramener ça dans le quotidien, de ramener ça dans les enjeux qui touchent les gens. Vous me parlez de la retraite. La retraite, là, c'est une chose. Nos retraités, les gens qui, effectivement, le fonds de pension. Mais comme un syndicat, il ne faut pas juste parler de ça. Quand on va être à la retraite, c'est quoi? Regardez les CHSLD, regardez tout ça. C'est ça, la retraite. Donc oui, il y a un enjeu du quotidien à qui je peux parler à mes membres de ce que ça veut dire la retraite, même quand ils ont 25 ans avec leur fonds de pension. Mais la réalité de la retraite, la préparer. Après ça, ce que ça veut dire pour les personnes âgées au Québec, je pense que la pandémie là-dessus nous a dit que ça dépasse ça. Mais ça, les membres, je pense, comme acteurs sociaux, il faut être en mesure d'en parler, pas juste au niveau du fonds de pension, mais au niveau de ce que signifie la retraite pour ce groupe de personnes-là. Et c'est vrai pour d'autres enjeux sociaux. Je vais aller, l'immigration, je le donne en exemple. L'immigration, c'est un sujet qui a divisé. C'est un sujet qui était... Êtes-vous obligé de vous lancer dans des sujets qui divisent? Non. Justement. Mais ça reste que l'enjeu de l'immigration, c'est un enjeu qui va nous suivre encore pendant des années. Et là où le syndicalisme pourrait aider, c'est prendre l'autre angle. Pas celui qui nous est imposé par le populisme qui sert à engranger là, des votes aux élections, mais un autre angle qui est celui de dire, OK, nous, on représente des gens qui donnent des services à la population. Ils vont être les premiers acteurs à recevoir les personnes immigrantes. Parlons de ça. Parlons de l'intégration des personnes immigrantes. Oui, c'est vrai, comme dans le monde de l'éducation ou dans le monde de la santé, toute personne finit par avoir affaire à ces services-là. Et donc, les gens qui y travaillent sont aux premières lignes de les voir. Alors là, comme organisation syndicale, j'ai quelque chose à dire. Ou le monde autochtone, parce qu'on pense au drame à Joliette, tout ça. Donc, il y a où on constate et on dénonce, ou en tant que syndicat, on essaie de voir, bon, qu'est-ce qui peut être fait pour
Le but, c'est de ne pas rester sur la patinoire qu'on va nous imposer sur un sujet, mais de dire, comme organisation syndicale, est-ce qu'on peut tirer notre épingle du jeu pour parler de quelque chose qu'on connaît? Puis dans les exemples qu'on vient de donner, là, on connaît ça. Et moi, je pense que quand vient le temps de parler d'intégration, d'immigration, bien, les services publics, les enseignantes, les enseignants, le personnel de soutien, les professionnels, la santé, on va être les premiers à qui ils vont venir. Les enfants, on va les intégrer dans les classes d'accueil. Les gens vont aller se faire soigner. Donc, comme acteur social, aux premières loges de ça, on peut parler d'intégration et n'allons pas sur les autres. Alors, moi, je pense que des sujets qui pourraient paraître diviseurs... En fait, vous y allez sous l'angle de l'expertise des gens qui travaillent dans certains domaines où, je pense à l'environnement notamment, vous vous dites il faut qu'on dépasse le réflexe individuel, donc ramasse tes feuilles, récupère-les. Vous parlez même d'une espèce de lobby environnemental que les syndicats pourraient être. Bien, effectivement, parce que il y a dans les services publics des ingénieurs, toutes sortes de groupes qui peuvent être en mesure de présenter des éléments. Donc, on n'est pas loin de ça. Donc, un enjeu social où on tire notre épingle du jeu en parlant du quotidien des membres. Mais si on devient simplement des négociateurs de conventions collectives, il y a un danger, là. Parce que ta crédibilité, tu vas juste la chercher là. Puis du moment où la convention collective est peut-être pas à la hauteur, bien, on s'occupe plus du reste. Puis ça, je pense que c'est la fin là, du syndicalisme comme on le connaît. Puis on a trop besoin dans la société d'avoir des syndicats, d'avoir, dans le fond, un lobby des travailleurs qui est le dernier bastion de la défense de la classe moyenne. Puis ça, ben, c'est pour moi, ça n'a aucun sens que ça soit pas comme ça. On arrive à la fin de notre Déjà, rencontre. Oui, ça passe vite. Je me demandais, votre livre, vous souhaitez au fond qu'il s'adresse à qui? Bien, avant tout, aux militants qui veulent être en mesure de, j'aime pas dire de se reconnaître dans l'organisation, mais d'avoir le goût de militer encore plus. Donc, d'avoir le goût de faire des changements, d'avoir le goût de s'investir parce qu'on a besoin de militants. Parce que c'est ça aussi, hein? Tantôt, je disais, si tu laisses simplement des négociations de conventions collectives par des avocats, bien, à la fin, tu n'as plus besoin de militants, tu n'as plus besoin de mobilisation, et au contraire, on a besoin de ça. Avant tout, c'est ça. Mais je vous dirais que c'est un peu tout le monde qui veut être en mesure de comprendre les relations de travail puis de se dire, bien, est-ce qu'on est capable de faire différent? Puis de démystifier certaines affaires aussi, là. Ça vient pas juste aux syndicats là, à être ceux qui vont s'assurer que le climat social tient la route. Ça, il y a l'employeur aussi qui doit le faire. Moi, je pense qu'il faut pas avoir honte de ça. Fait que c'est un peu tout ça à qui s'adresse, à tout ce monde-là à qui s'adresse ce livre-là. Puis, je vous dirais, le but, c'est d'échanger, c'est une conversation, de la débuter, de s'obstiner, je l'ai dit, puis ultimement, de changer les choses pour que ça soit le mieux possible, je dirais. Si je vous demandais un mot pour conclure, qu'est-ce que ce serait? S'adapter. S'adapter. Parce que c'est ça, hein? Trop souvent, on dit on va jeter ça, on fera pas ça pareil, ou c'est pas ça, c'est s'adapter. Est-ce qu'il faut vous souhaiter un best-seller qui va vous rendre millionnaire avec ce livre-là? Non. Parce que, premièrement, je l'ai dit d'entrée de jeu, la Fondation Carrefour pour elle à Longueuil qui aura toutes les l'argent, là, mais non pas les millions de dollars que vous avez dit. C'est à eux qu'on va offrir l'argent qu'on va faire là-dessus. C'est un organisme qui s'occupe de la défense des femmes qui subissent la violence. Donc ça, c'est clair. Parce que par ailleurs, les femmes sont aussi présentes dans votre livre, toutes les questions d'équité, tout ça, vous le soulignez. Quand vous êtes enseignant au primaire, quand vous êtes président d'un syndicat où 78 % des membres sont des femmes, c'est clair que ça fait partie là, des revendications, tout ça. Et en plus, c'est une organisation qui travaille depuis des décennies, avec Champlain, avec qui il travaille depuis des décennies. Donc oui, tout va là. Mais on peut quand même souhaiter que plein de gens l'achètent pour être en mesure d'aider, mais en même temps, de réfléchir. Et après ça, d'avoir une discussion. C'est juste le début. J'espère qu'il y en aura d'autres personnes qui se poseront des questions là-dessus.
Éric Gingras, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre verve. Merci beaucoup pour vos explications. Je voudrais remercier tous ceux et toutes celles qui nous ont écoutés. Je pense que c'est un ouvrage qui va amener beaucoup de réflexion. Si vous voulez continuer le débat, c'est un bel outil pour continuer. Et évidemment, merci aussi aux éditions Somme Toute qui ont permis de faire ce lancement un peu particulier qui nous a en fait donné l'occasion vraiment de plonger dans un livre, mais on est loin d'en avoir fait le tour. Alors, je vous souhaite de le découvrir. Merci, Éric Gingras. Ben, merci beaucoup.